Vendredi 18 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlons de la tournée du président de la République dans le sud de Madagascar. Le président de la République, Andry Rajoelina, est dans la région à Tsimou-Andjéfena ce matin après son voyage au Vatican. Des infrastructures y ont été inaugurées aujourd'hui, des infrastructures importantes pour la population de Tuliar, Murumbe et Manza. Cela a commencé par la RN9 qui a été fait en goudron en partant d'Analami Simple et jusqu'à Manza. Outre l'inauguration, la construction du pont de Mango qui a débuté aujourd'hui à Katsakatsa Sud. C'est le pont le plus long de Madagascar qui a été réhabilité par l'État actuel pour le bien de la population du sud de Madagascar. Reportage de Jodikel Ranjanirine, Andran Zajebe et Eraslo Forman. Pas de repos pour le président et sa famille. En effet, débarquant d'un vol de nuit après leur visite privée au Vatican, ils ont immédiatement fait cap pour le sud du pays où la population les attendait impatiemment pour l'inauguration de la route nationale 9. Une route nouvellement réhabilitée, faite entièrement en goudron pour la grande joie des usagers et la population dont le quotidien va s'améliorer. Ainsi, si la durée du trajet de Tuliar vers Bévoy était de 7 à 8 heures auparavant, maintenant il dure moins de 3 heures. Le développement impacte directement leur quotidien. Selon les habitants, c'est la première fois qu'un président de la République vient les voir et que l'État y effectue des travaux aussi grandioses. Ce sont les efforts acharnés du régime actuel, sous le leadership du président Andry Rajoelina, avec la confiance des partenaires qui ont permis la concrétisation de ce projet. Les travaux ont débuté au mois de juillet 2019. Actuellement, ils sont achevés. 162 km de route ont été couverts de goudron. La première tranche des travaux a porté pour un tranchant long de 85 km partant d'Analami Simple jusqu'à Bévoy et la deuxième partie de Bévoy jusqu'à Manz. Le président de la République porte bien son titre d'honneur du grand bâtisseur d'Afrique, car cela est prouvé par les diverses infrastructures construites comme celui-ci, selon le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement lors de son allocution. Ce dernier a souligné qu'il a confiance au leadership du président de la République Madagascar et financera la troisième partie des travaux. C'est également l'occasion pour nos banques africaines de vous féliciter encore une fois d'avoir gagné le prix du super bâtisseur Trophée Babacar Ndiaye 2023 qui nous a été décerné par Africa Road Builders aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Monsieur le Président, soyons-en rassurés, nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir dans vos projets. En perspective, la Banque africaine de développement compte appuyer le gouvernement malgache pour financer la phase 3 du projet, qui également va renforcer les acquis de la phase 1 et 2 et améliorer ainsi le cadre de vie et renforcer la compétitivité du Madagascar. Ici, j'ai le plaisir d'annoncer que les missions d'experts de la Banque africaine de développement démarreront le travail de préparation de cette troisième phase au mois de septembre de cette année, en vue de son approbation en 2024 par le Conseil de la Banque africaine de développement. C'est la deuxième fois cette année que le président Andry Rajoelina et son épouse Mel Rajoelina, ainsi que leurs deux fils, viennent à Murumbe. Cela prouve que le district de Murumbe n'est pas oublié et que l'État travaille dans le développement de cette partie sud du pays. Personne ne pourra empêcher ce développement, selon le président Andry Rajoelina, en soulignant que les infrastructures promises seront réalisées. C'est notamment le cas de ce pont de Mangouk, le plus long de Madagascar, situé sur la RN9, long de 878 mètres et dont le lancement officiel des travaux a été effectué aujourd'hui par le chef de l'État. Les travaux dureront 30 mois. Ce pont relie la région Menabé et Tsimou-Andjéfena. Et concernant la suite de l'affaire pour laquelle l'ancienne directrice de cabinet de la République est suspectée d'avoir commis des délits de corruption à l'encontre d'un responsable au sein de la présidence de la République, Ulzona Rabone a tenu à souligner aujourd'hui que le président de la République avait choisi des personnes compétentes comme collaborateurs, raison pour laquelle a été nommée directrice de cabinet. Mais cela n'a pas empêché qu'elle soit tentée de verser dans des délits à l'insu du président de la République. Pourtant, le président de la République a été ferme concernant ses tentations en matière de corruption et autres délits envers tous les responsables de l'État au sein de la présidence. Ulzona Rabone a ajouté que le président Andry Rajoelina n'a rien à voir dans cette affaire.
Toujours dans cette page politique, mais parlons des élections. L'élection est l'affaire de toute la nation et tout citoyen est responsable de son bon fonctionnement selon un observateur de la vie politique. C'est le droit des sociétés civiles et des politiciens d'éduquer les citoyens à se responsabiliser un peu plus pour le devoir électoral, selon toujours les explications. Raison pour laquelle le président de la CENI appelle à la mobilisation de tout un chacun et tous les concernés dans la sensibilisation des citoyens. Reportage de CN Khanirlant. Le président de la CENI a de nouveau appelé à la mobilisation de tous les acteurs politiques dans la sensibilisation des citoyens malagasy pour aller voter lors des échéances électorales qui se tiendront dans le pays. Dans la foulée, il a souligné que la propagation des rumeurs doit cesser car cela engendre des blocages et empêche les citoyens à se responsabiliser. La société civile doit également faire son travail qui lui incombe en matière d'éducation citoyenne et ne pas se laisser manipuler par des bailleurs ou encore des politiciens, d'après toujours les dires du président de la CENI. Ces derniers doivent être vigilants dans l'exercice de leurs fonctions selon les explications et doivent également contribuer dans le développement du pays. Dans les actualités sociales de ce soir, la construction des nouveaux locaux de la commune de Talatavoulnoundji dans le district d'Antananarivo-Avarajan est achevée. Cette nouvelle infrastructure a été remise officiellement à la population aujourd'hui. Elle garantira l'amélioration des services administratifs offerts à la population, surtout ceux au niveau des CDT. Elle marque également une grande avancée dans cette localité selon le président du Sénat durant l'inauguration. La commune a utilisé ses fonds propres pour la construction de cette infrastructure, preuve de l'existence d'une décentralisation effective qui a été exécutée durant ces 5 ans à Madagascar. C'est Sylvain. Talatavoulnoundji change de visage grâce à cette nouvelle infrastructure qui est le bureau de la commune. Même si elle est une commune rurale, l'infrastructure est dans l'air du temps, moderne. À l'intérieur, il suit les normes en matière d'accueil des personnes avec des bureaux pour les divers services. De ce fait, la qualité de ces derniers sera améliorée pour le grand bien de la population de la commune de Talatavoulnoundji. De telles infrastructures montrent la présence de l'État et garantissent également le bon fonctionnement de la vie quotidienne de la population. Cela montre l'effectivité de la décentralisation à Madagascar. En effet, la commune a financé à 90% la construction de ce bâtiment. La prochaine étape pour Talatavoulnoundji est la construction d'un marché suivant les normes, cette commune qui est renommée pour ses coupes et ses saucisses. Et des travaux en vue de l'amélioration de la gestion des déchets du site d'Adalanch débuteront immédiatement dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 relative à l'amélioration de l'exploitation du site de décharge finale. Ce projet est le fruit d'un accord bilatéral entre le gouvernement japonais et le gouvernement malagasy à travers le JICA, un projet ciblant particulièrement près de 1 800 000 habitants de la ville d'Antananarivo. Reportage de Oubra Samman et Anzara Radzonarvelo. La ville d'Antananarivo produit environ 1000 tonnes d'ordures par jour en période normale et 2000 tonnes d'ordures journalières durant les périodes de fin d'année, selon les statistiques auprès de la CUA. Outre l'aide apportée à la commune urbaine d'Antananarivo et la CMA dans la gestion des déchets en fournissant des équipements à la CMA via le projet GESTA, des travaux en vue de l'amélioration de la gestion des déchets du site d'Adalanch débuteront également immédiatement dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 relative à l'amélioration de l'exploitation du site de décharge finale. La mise en œuvre de ce projet est le fruit d'un accord bilatéral entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de Madagascar à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, ou JICA, et ratifié par la signature d'un projet de coopération technique le 15 juin 2022, visant à appuyer Madagascar pour l'atteinte de ses objectifs dans le secteur de l'assainissement. Je me réjouis que le Japon, à travers la JICA, décide d'apporter soutien, une enveloppe de 25 milliards d'aliats pour ce projet qui consiste de 2 volets. Le premier volet, c'est pour fournir des équipements, les camions poubelles et les machines lourdes, qui, j'espère, vont arriver à début de l'année prochaine. Et donc, deuxième volet, donc le volet est coopération technique.
comme je disais, je crois qu'il y a à peu près 7 experts japonais qui travaillent dans ce projet en étroite collaboration avec les autorités de la ville et du ministère. Le renforcement et l'optimisation de la collecte et du transport des déchets, l'amélioration de la capacité d'exploitation et de gestion du site de décharge finale, l'identification des programmes à moyen et à long terme de renforcement de la gestion durable des déchets solides proposés sont entre autres les objectifs de ce projet, ciblant près de 1 800 000 habitants de la ville d'Antananarivo. La période du projet de coopération technique couvrira 4 années, à savoir de février 2023 jusqu'en juin 2026. Cette initiative contribue dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route Madagascar Amadiou ou Madagascar propre en milieu urbain en vue d'une amélioration des conditions sanitaires et environnementaux de la population d'Antananarivo. Une initiative du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Parlant d'insécurité, étant donné que le couvre-feu y est encore en vigueur, une carte bleue a été mise en place dans les Fukuntans de la commune d'Alassour pour les résidents obligés de circuler la nuit. Par ailleurs, une autorisation communale est obligatoire pour ceux qui désirent tirer des feux d'artifice. Ces mesures ont été prises pour faire face à l'insécurité qui sévit dans cette commune, explique le maire. Reportage de Fangesena Mireille et Yves Janel. Face à la recrudescence de l'insécurité dans la commune d'Alassour, la gendarmerie et le maire ont instauré un couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 4h du matin. Cependant, certains travailleurs sont contraints de rentrer tard. Ainsi, il a été décidé de mettre en place une carte bleue à retirer auprès des Fukuntans pour pouvoir différencier les résidents des autres personnes, explique le maire de cette commune, Jimmy Ranjiansu. Par ailleurs, pour éviter d'alarmer inutilement les résidents, les organisateurs événementiels sont obligés de demander une autorisation auprès de la commune s'ils veulent tirer des feux d'artifice. Le maire a également souligné que tout tapage nocturne est interdit, surtout en cette période de retournement de mort et de circoncision. Dans la page culturelle de ce soir, la finale de la Voix d'Or organisée par Viva se tiendra demain soir. Les prestations de demain promettent d'être exceptionnelles comparées aux autres prêmes selon les responsables de l'émission. Il est à rappeler que 4 candidats issus de la catégorie des plus de 13 ans et 4 candidats de la catégorie des moins de 13 ans passeront la finale. Les détails avec Radramanan Zatouf et Asna Rafalzanari. Demain soir, ici au studio de l'Arena Ivan, se tiendra la finale du concours de chant La Voix d'Or organisé par Viva. Il est à rappeler qu'ils sont 8 jeunes talentueux à concourir pour cette finale, issus des catégories des moins de 13 ans et des plus de 13 ans. Aujourd'hui, ils ont été en pleine répétition de leur show de demain et ont peaufiné les derniers détails pour la finale. Et puisque c'est la finale, les prestations de chaque candidat sera certainement exceptionnelles. Viva vous donne donc rendez-vous demain à 20h50. Et Ruth Christelle Rakotmalal nous apporte à travers l'agenda culturel tous les bons plans de sortie de cette fin de semaine, surtout pour ceux qui ne sont pas partis en vacances. Deux voix, deux guitares, c'est une prestation unique pour les amoureux de la guitare que nous propose Eric Mann et Dame depuis 19h30 ce soir. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce show, un autre aura lieu dimanche à 15h au CCSK Entertainment. La Fondation Doual se poursuivra ce soir à partir de 16h30. De la musique et de la nourriture malagasy autour d'un feu qui nous réchauffera en ce temps d'hiver, cet événement mettra en avant la cuisine malagasy pour que les habitants de la capitale mais aussi les étrangers qui passent peuvent en profiter. Des artistes comme Farah Gloom et Alain Rabetchan feront la première partie. Pour les amoureux de la musique traditionnelle, Mapping nous donne rendez-vous demain à partir de 14h à Lifcool Analakil. 4 DJ seront au coup d'état demain à partir de 19h à travers une soirée Barbie Night pour ceux qui aiment danser. Comme tous les dimanches, le 15 Ragas Impeflou est ouvert à tout le monde. Akotsulou, Petsunzaka, Fenoarive et Robertson, Fenoarive B animeront le 15 Ragas à partir de 10h du matin. Outre cela, l'on peut visiter les lieux historiques comme le Rouvan Mazakamiadan, le musée de Renlayarvoud, mais aussi le parc Tibazaz qui abritera un défilé de mode de Banu JC à partir de 16h dimanche.
Et alors que la saison des feux de brousse bat tous les records au Canada, la principale ville du Grand Nord, du Yellowknife, était quasiment encerclée par les flammes hier. Les habitants fuient par milliers la route ou par les airs. France 24 nous en dit plus. Devant ce centre, la file d'attente semble interminable. Valise à la main, les habitants de Yellowknife, au nord-ouest du Canada, évacuent la ville conformément à l'appel des autorités locales. Les incendies qui ravagent la région ne cessent de se rapprocher. Quand je vois tout ça, honnêtement, j'ai envie de partir. C'est plutôt effrayant avec la fumée. Là, ça s'est un peu calmé, mais ce matin, la fumée était très épaisse. La situation est très mauvaise. Près de 230 feux ravagent les territoires du nord-ouest canadien, comme le montrent ces images satellites. Plus de la moitié de la population de la zone est appelée à quitter les lieux. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence et l'armée a été mobilisée pour aider les évacuations par voie aérienne. Les villes voisines ont aussi mobilisé des ressources pour accueillir ces réfugiés climatiques. La ville de Calgary a ouvert un centre d'accueil pour les évacués de Yellowknife afin de leur fournir un accès à des maisons et à toute l'aide dont ils auront besoin. Nous nous sommes engagés à aider jusqu'à 5000 personnes alors que la lutte contre les incendies se poursuit. À cause de la sécheresse et des températures caniculaires, ces incendies ne cessent de se multiplier. Plus de 1000 feux brûlent actuellement les forêts du Canada. Près de 14 millions d'hectares, environ la superficie de la Grèce, sont déjà partis en fumée. Une saison qui, selon les autorités, pourrait encore durer 2 mois. Et au Niger, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines sont réunis pour la seconde journée d'aujourd'hui au Ghana dans l'optique d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État, alors que l'Union européenne s'inquiète du sort réservé au président déchu Mohamed Bazoum. France 24. Les travaux se passent à huis clos dans le bâtiment qui est juste derrière moi. Selon le programme officiel, les chefs militaires évoquent la question de l'autonomie logistique de cette force en attente, mais aussi de la reconnaissance du terrain ou encore des ateliers sur les mouvements initiaux, donc comment déployer les troupes. Les États qui ont déjà annoncé leur intention de garnir le contingent de la force en attente, on les connaît maintenant, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et puis le Sénégal. Si intervention militaire il y a, ça pourrait être par les terres, par le Nigeria ou par le Niger, ou bien par les airs, les informations qui sont bien sûr confidentielles. Mais à ce stade, la CEDEAO, elle l'a indiqué hier à plusieurs reprises, continue de privilégier la voie diplomatique. Il faut dire que la question est très très sensible. Elle divise profondément les opinions publiques africaines. Elle divise aussi la communauté internationale parmi les pays frontaliers du Niger. Beaucoup se sont opposés à cette intervention, l'Algérie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso par exemple. Alors les participants à ce sommet, comme tous les observateurs de cette crise, eh bien, ont un œil aussi sur Addis Abeba où se joue en ce moment une réunion Conseil paix et sécurité avec une délégation de la CEDEAO qui rencontre une délégation de l'Union africaine. Ils discutent de cette crise au Niger, des discussions qui, selon nos informations, sont très intenses, très tendues. Évidemment, si l'Union africaine venait à publier un communiqué qui montre des réticences ou même son opposition à une intervention militaire, eh bien, ça serait un nouveau coup dur pour la CEDEAO. Mais la CEDEAO qui a pris les devants hier, puisque son commissaire chargé des affaires politique a d'ores et déjà annoncé que même sans l'assentiment de l'Union africaine ou l'aval de l'Union africaine, eh bien, cette opération militaire pourrait se lancer. Et en France, puisqu'on a parlé de feux de brousse dans les Alpes-Maritimes, la ville de Tourette-sur-Lot expérimente des capteurs capables de détecter des départs de feux de brousse grâce à l'intelligence artificielle. Une aide précieuse pour cette commune dont le territoire est à 80% en zone rouge de risque de feux de forêt. France 24.
l'intérêt de l'intelligence artificielle et de ces détecteurs par rapport à des caméras classiques, les caméras qui sont installées traditionnellement sont des caméras de levée de doute. C'est-à-dire que ces caméras vont pouvoir vérifier la présence d'une fumée lorsqu'il y a déjà eu une alerte. Tandis que ces détecteurs produisent l'alerte et surtout, l'intelligence artificielle va permettre de sans cesse se perfectionner. Elle apprend de ses erreurs, parce qu'il y a des erreurs, et elle apprend en permanence de manière à toujours être plus performante. Donc là, on voit sur l'application, c'est la partie des alertes. Donc déjà depuis 2 mois, j'ai eu 8 alertes. Donc ça apparaît de cette manière-là. Il suffit pour moi d'aller cliquer sur l'image. Et donc je peux aller voir, puisqu'il m'est indiqué par un rectangle jaune, voilà, exactement là où est le départ de feu. Et donc c'est complété en dessous par une carte et avec les coordonnées GPS, donc en 1 seconde, on sait exactement où est le départ de feu. L'intérêt peut être dans ces zones qui sont moins fréquentées, puisque en période estivale, vous avez un flux touristique qui est conséquent qui s'ajoute à la population constante, donc une détection qui est quand même faite par le 18 et le 112 assez rapidement. Lorsque l'on est dans des zones un petit peu plus reculées, il y a un intérêt réel à ce que la technologie puisse nous apporter ce regard. Et la nuit également, puisque la nuit, malgré tout, vous avez moins de circulation, les gens dorment. La capacité de détection de certaines caméras avec de l'infrarouge, avec des empreintes thermiques, est un plus qui pourrait nous permettre des détections précoces. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Très bonne continuation sur notre chaîne et bonne soirée à tous. Au revoir.